Alors, bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis présentement avec Marien Landry, qui est l'instigateur, qui est à l'origine du projet Guatemala. Donc, salut Marien. Salut. Est-ce que tu pourrais nous mettre à la sauce ou nous présenter ton projet qui est vraiment incroyable? Pour faire une histoire courte, c'est que moi, à ma retraite en 2008, j'avais décidé que j'irais essayer de faire de l'aide humanitaire. J'avais entendu parler un peu que c'était possible d'aller faire un voyage humanitaire comme ça. J'ai été dans une session d'information avec l'organisme Casira à Thetford Mine. Puis après avoir sorti de là, j'étais décidé que j'irais faire de l'aide humanitaire. J'irais faire un voyage. Tu sais, dans le fond, je ne savais pas c'était quoi. Et puis, on a eu une formation fin 2008. Automne 2008, j'ai fait ma formation. Je me suis mis sur une liste d'attente pour aller au Guatemala avec l'organisme. Je suis parti 8 semaines la première fois, sans connaître c'était quoi l'aide humanitaire vraiment, là, d'aide dans l'action. Sauf que inconsciemment, c'était un organisme d'aide humanitaire et culturelle. Bon, les deux. Moi, pour la première fois, ça faisait l'affaire. Je rencontre du monde, on a du fun. Puis tout ça, c'est juste au deuxième puis troisième voyage que je me suis aperçu que c'est pas tout à fait ce que je voulais. Moi, je voulais être dans le peuple, être avec eux autres, connaître leurs coutumes puis tout ça. Et puis, Casira faisait pas mon affaire à moi. Fait. Donc, on m'a conseillé, là, je voulais tout lâcher. Puis, c'est un des amis que j'avais rencontré, un Québécois qui était responsable là-bas, que je l'avais rencontré la première année. Puis, il m'a dit, pourquoi tu ne pars pas des projets personnels? Parce que toi, est-ce que tu trouvais qu'il manquait une approche qui était plus en lien avec toi, tes compétences professionnelles? Il manquait de ça? C'était que moi, je voulais aider les gens, puis connaître les gens. Visiter, c'est important de connaître le pays un peu, ses beautés, tout ça. Bon, c'était correct, mais à un moment donné, on travaille, là. On est des travailleurs humanitaires, donc il faut travailler. Puis moi, je voulais aider les gens plus que les visiter. Donc, on les aide, puis on les visite chez eux, dans le monde, à eux autres, là, connaître le monde. Et puis, ça a parti, mon chum, il me dit, tu devrais partir des projets personnels. Il dit, un petit village pas loin d'ici, dans la Brousse, 10 km dans la Brousse. Et puis, quand on est arrivé là, j'ai vu l'école, j'étais juste en poulailler parce qu'il y avait des poules qui se promenaient, puis tout ça. Puis, c'était leur école. Fait que là, je me suis informé comment ça coûterait refaire cette petite école-là. Il dit 3 000 $. Je dis, dis-leur que je m'en viens à l'automne. On était au printemps 2011. Fait que... J'ai dit leur que je m'en viens, je vais venir leur construire l'école. Fait que j'ai sollicité mes amis, ma famille, puis tout ça. Finalement, au lieu de 3 000, on a ramassé 12 500. Fait qu'on a construit une école de 3 classes, bureau de direction, toilette. Puis à partir de ce moment-là, les gens ont entendu parler, même si j'étais dans le fond de la brousse, les autres villages ont commencé à entendre parler qu'il y avait quelqu'un, un gringo, comme il m'appelait, là, qui construisait des écoles. Fait que là, ça a commencé, puis depuis, on a 14 écoles de construit, on a un centre pour les enfants handicapés, on a des écoles de rénover, on a des pots-seaux pour l'eau, pour les femmes, pour laver le linge, pour laver les enfants, puis tout ça. Fait qu'en 7 ans, là, on a une grosse réalisation de fait là-bas au Guatemala. Quand tu retournes là-bas, les gens, ils te reconnaissent. Ouais. C'est comment retourner là-bas chaque année? Écoute, moi, à cette heure, la communication, pour certaines personnes, avec Internet, on peut communiquer, là. Donc, les principales, les professeurs, ils travaillent. C'est à peu près les seuls qui ont des travails à permanent, là. Eux autres, souvent, ils m'appellent, ils m'envoient un message, ils me disent, les enfants veulent te parler, peux-tu nous appeler? Fait que j'appelle là-bas pendant que je suis ici au Québec. Et puis, là, je parle aux enfants, chacun à leur tour, ils me disent un petit mot, on t'aime, on s'ennuie, tout ça. Fait que, émotivement, c'est beaucoup parce que je suis très attaché à eux autres. C'est un peu que je suis attaché, c'est comme ma deuxième famille, là, tu sais. Puis, avec tous les villages que j'ai visités pour de futurs projets, fait que dans la région du Petén, c'est la région du Petén au Guatemala, dans le comté de Saint-Louis et Popton, 2 comtés, tout le monde, je dirais pas tout le monde, là, mais la majorité du monde connaissent Mariano parce que là-bas, on m'appelle Mariano. Fait que la majorité me connaissent, là, ils savent qui je suis, là, tu sais, que je construis des écoles, je viens du Canada, puis ils s'informent beaucoup, là, qui je suis, pourquoi je fais ça,
où je prends l'argent aussi. Au début, ils pensaient que j'étais riche, là, puis j'amenais avec mon argent. Mais à cette heure, dans les conférences, puis dans les inaugurations d'école, ben là, je les explique, là, que il y a du travail en arrière de ça. Il y a des amis, il y a la famille. Puis aussi, à cette heure, ben, le nom de tous les donateurs de projets ici au Québec, le nom est sur l'école. Fait qu'on voit le nom de tout le monde est sur l'école, là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer rapidement, ça ressemble à quoi pour aller chercher l'argent? Ça ressemble à quoi les étapes? Est-ce que c'est... J'ai des donateurs permanents, réguliers, qu'à chaque année, ils me donnent de l'argent. OK. Le plus gros montant que j'ai reçu d'une personne, c'est 10 000 $. Je reçois des 20$, des 50$, puis c'est déductible d'impôts. Fait que les gens qui veulent me donner de l'argent pour mes projets, le chèque n'est même pas à mon nom, c'est le nom d'un organisme. C'est très transparent. Puis moi, ben, je dois justifier chaque dollar que, ben, c'est des quetzals là-bas. Là, chaque quetzal que j'utilise là-bas, ben, ça me prend une facture, puis on reçu. Puis ça fait que moi, j'envoie ça à l'organisme, puis l'organisme me redonne de l'argent à chaque fois, là, tu sais. Puis, mais j'ai déjà organisé des rails de vélo, j'ai organisé un souper, il y a beaucoup de sollicitations, là. Puis bon. Pour que tu ailles à des endroits pour parler puis prendre parole devant des gens pour parler du projet puis tout ça, dans ce sens-là. Oui, mais ça, c'est plus des conférences. Mais les conférences, je fais ça gratuitement, là. Je vais souvent dans les écoles, faire des conférences dans les écoles, puis c'est plus pour sensibiliser les enfants. La différence qu'il peut y avoir en nous ici, dans notre pays, on dit qu'on a tout, mais on n'a pas l'essentiel de la vie, c'est le bonheur. Tandis que là-bas, matériellement, ils ont pratiquement rien, mais ils ont le bonheur, ils sont heureux. Ils sont heureux dans ce qu'ils ont. Tu lui donnes un crayon, puis c'est correct, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour qu'ils voient un peu comment ça se passe là-bas. Le but de mes conférences, c'est parler de mes projets. Si ça ramasse des sous, si ça m'amène à ramasser des sous, tant mieux, mais le but premier, c'est plus de parler du Guatemala, là. Puis là, tu le connais bien, le Guatemala? Ben la partie du Petén au Guatemala, c'est une partie que je connais assez bien maintenant, là. Oui, parce qu'il y a d'autres parties du Guatemala qui sont un peu moins intéressantes dans le sens où il y a de la violence, il n'y a pas beaucoup de richesse. Il y a une richesse, mais la richesse est sous le contrôle d'intérêts qui sont à l'extérieur du peuple, des intérêts du peuple. Puis économiquement, ça va pas nécessairement trop bien pour le peuple là-bas. Les gens ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Puis je regardais des statistiques tantôt, je pense qu'il y a plus de 50% des jeunes qui se rendront même pas à l'étude secondaire. Puis il y a vraiment une situation qui est choquante dans les grandes villes, surtout. Il y a beaucoup de violence, il y a des guerres de gangs, puis c'est assez fâchant. Ouais. Parce que moi, j'ai visité mes 2 premières années. Je passais Noël là-bas, puis avec l'organisme, on allait visiter le pénitencier des jeunes, là. On parle de 14 à 17 ans, là. C'est ce qui m'a le plus marqué, là, dans le fond. Là, tu rentres dans une prison, puis il y en a là-dedans qui ont tué, là, puis par obligation. Ils ont été forcés à tuer par des gangs de rue. Ils sont dans la gang de rue. Et si tu tues pas le chauffeur d'autobus, pour un exemple, ben on tue toute ta famille. Fait que le jeune, il peut avoir 14, 15, 16 ans, là. Fait qu'il est pris là-dedans, puis il rentre dans la gang de rue, parce que s'il rentre pas dans la gang de rue, il se fait tuer sa famille. Fait qu'il n'y a pas le choix. Puis quand tu vois ces petits gars-là à prison, là, on lui donnait des hot dogs, puis des jus, puis un petit cadeau, là. Je me souviens, là, les responsables de l'organisme disaient approchez-vous pas d'eux autres. Mais à un moment donné, tu peux pas t'approcher d'eux autres. Tu lui donnes un hot dog, il t'allonge la main, il est heureux de ce que tu lui donnes. C'est sortir un peu de sa prison, ce petit moment-là. Puis ça finissait par un câlin, là, tu sais. Fait que tu regardes, c'est des petits gars normaux, là, mais ils ont juste été dans un mauvais endroit. Ils n'ont pas eu un père pour les placer. Ils sont dans la rue, puis il y a des gangs de rue qui les attendent, là. C'est ça le problème, là-bas, le côté violence, là. Moi, dans la région où je suis, il n'y a pas de gang de rue. Visible, là, il n'y a pas de gang de rue. Mais côté études, comme tu dis, la capitale, ce qui arrive, les jeunes, il y a une pauvreté, puis ils ne peuvent pas aller dans la montagne faire pousser du maïs, c'est de l'asphalte puis du ciment. Donc, pour manger, il faut qu'ils s'y trouvent une façon de manger, malgré qu'ils n'ont pas d'argent. Ça amène la violence, la pauvreté. Tandis que dans les régions où je suis, il y a la montagne, ils vont aller défricher un lopin de terre, puis ils vont semer du maïs, ils vont pouvoir manger, ils vont pouvoir s'autosuffire un peu plus, là. C'est différent. La pauvreté d'une grande ville,
puis dans les campagnes où je suis, c'est différent, là. Parce qu'à moins que je me trompe, le gouvernement, depuis les années 80, les années troubles, de 70-80, il y a eu de l'évolution quand même, puis là, ils vendent les terrains à des gens qui voudraient les acheter, puis c'est sûr qu'eux, il faut qu'ils leur payent, puis ils payent ça toute leur vie, là, mais ils ont quand même accès à des terrains pour faire pousser, puis au moins avoir une richesse... Ben, tu parlais d'éducation tantôt. Tu sais, moi, je vais dans un village, je construis des écoles, je jase avec les parents parce que je vais manger pratiquement dans quasiment toutes les familles. Une journée, c'est une famille. Je jase avec les parents. Mais les parents, là, qui ont des enfants au primaire, ils n'ont pratiquement pas été à l'école ou leurs parents n'ont pas été à l'école parce qu'ils ont connu la guerre civile, donc qui a fini à la fin des années 80. Et puis, l'importance de l'école, ben, ils ne l'ont pas connue parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Fait que donc, il n'y a pas d'importance, ils ne voient pas l'importance de leur enfant aller à l'école parce qu'ils se regardent eux-mêmes, puis ils réussissent à manger, puis à avoir une famille, puis ils n'ont pas été à l'école. Fait que je dois instruire les enfants, des conférences aux enfants, je dois inviter les parents de venir pour lui faire comprendre de l'importance de l'école. Puis les professeurs, ben, je lui donne le mandat d'aller voir les parents puis leur dire que c'est important l'école parce que c'est important l'école, mais c'est important pour leur travail personnel aussi aux professeurs, tu sais. Mais c'est dur tout ça, là, prendre ça à la base, monter l'échelle, là, une marche par une marche, là, parce qu'ils sont au pied de l'échelle, là, quand même. Mais, je veux dire, pour le secondaire, il y en a de plus en plus, là. Parce que moi, quand j'ai construit ma deuxième école, là, c'était une école secondaire. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un éléphant blanc, ça. Et puis, on va être à la 6e graduation cette année, là. Tu sais, il n'y a pas de groupe de 50, là, mais ça joue en 12 et 15, 16 par année qui graduent. C'est quand même mieux que zéro, là, qu'il y avait avant, là. Ils ont leur école secondaire, puis il y a un engouement quand même, là, tu sais. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment... Est-ce qu'il y a des gens qui font des longues distances pour aller jusqu'à tes écoles? Ou... Pour ces écoles-là... Ben, l'école a été construite au centre de quelques villages. OK? Ça peut jouer entre 5 km, 5-6 km, parce que j'ai su qu'il y avait une autre forme. Il y a quelques années, j'ai su qu'il y avait une autre forme de secondaire. C'est un secondaire qui se fait pas à tous les jours de la semaine. C'est comme des cahiers. Le professeur va une journée par semaine. Les enfants peuvent travailler à la maison. Parce que la première année, quand je suis allé, j'ai rencontré un petit gars qui m'a marqué, là, un petit gars du nom de Nelson, c'était dans le village de Secobourg. Il m'a marqué par sa persévérance. Tu sais, il allait à l'école primaire, là, il avait 8 ans. Il venait nous aider l'après-midi, puis il venait pas nous aider pour nous regarder faire. Quand on a besoin d'un clou, il allait chercher le marteau, puis il essayait d'arracher le clou, puis tout ça. Puis quand on a inauguré l'école, j'ai dit à son père que s'il voulait continuer ses études, que moi, je le parrainais. Sauf que lui, pour aller à l'école secondaire qu'on a construite, c'était 10 km. Il était dans la brousse. Fait que lui, il n'aurait pas été vivre là. Tu sais, ça ne tentait pas d'aller vivre là. Puis faire 10 km à tous les jours. Fait que ce qu'on a pu faire, on s'est informé au ministère de l'Éducation. Puis il pouvait recevoir ces fameux cahiers-là pour faire son secondaire chez lui. Puis à toute une journée par semaine, il y a un prof qui est là, puis il dépanne s'ils sont en panne. Puis le petit Nelson, il finit là, ces jours-ci là, son secondaire. Là. Ah ouais. Il va finir son secondaire. Donc, je vais aller à sa graduation, là, probablement, quand je vais revenir au Guatemala. Là. Wow. Fait que c'est des belles histoires. Il y a des belles histoires. Là. Il y a de très belles histoires là, qui se passent là-bas. Là. Est-ce que tu en as d'autres exemples de ça? Si tu veux raconter d'autres histoires, ben, je suis là pour t'écouter. Ouais, je suis, c'est justement la deuxième année. On est en train de construire l'école secondaire. Puis un petit gars, il doit avoir 10-11 ans que nous autres. Là. Puis tu sais, il travaille, puis il vient là tous les jours, puis il y a un trou d'eau, il y a beaucoup de pluie, puis il rentre dans l'eau. Puis en tout cas, puis là, à un moment donné, on est en train de faire de l'armature en acier. Puis là, j'ai dit... T'as-tu hâte que l'école recommence? Parce que moi, quand j'arrive, l'école est finie juste vers le 15 janvier. J'ai dit, t'as-tu hâte que l'école recommence? Ah, il dit, je vais pas à l'école. Je dis, tu vas pas à l'école? Pourquoi tu vas pas à l'école? Ben, il dit, je reste avec ma grand-mère, ma mère est morte, puis pas d'argent, ça fait que je vais pas à l'école. Fait que moi, j'ai dit, veux-tu y aller à l'école? Ben, il dit, oui. Bon, ben, je dis, regarde, si tu vas à l'école, là, je te donne les sous, puis tu vas aller à l'école tant que tu vas vouloir. Puis là, il y a une femme de la Gaspésie, dans mon village natal. Elle a vu ça. Fait qu'elle s'est impliquée avec lui. Fait que moi, j'y ai laissé celui-là à payer pour ses études. Puis lui, il finit son primaire cette année, il a 17 ans. Ah, OK? Oui, Puis il veut continuer, là. Moi, j'ai été le voir dans l'école, il est le plus grand, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a d'autres de son âge, là. Tu sais,
Nous autres, là, quand on avait 17 ans, si on aurait été au primaire, là, il n'aurait pas eu des millions, là, tu sais. Mais tandis que lui, il y a des petites filles qui ont le même âge que lui, ont commencé sur le tard, fait qu'il se sent pas tout seul. Puis là, il rentre au secondaire en janvier, là. Puis il est très intéressé à poursuivre ses études. Puis en plus, mais la dame qui l'aide, elle est prête à l'aider s'il veut aller à l'université ou n'importe quoi. Là. Il est prêt à être prêt. Puis lui, il adore l'école. Fait qu'on espère bien qu'il ne lâchera pas, là. Parce que là, ça coûte moins cher, l'argent là-bas, l'équivalent. Je veux dire, tu fais un don ici au Québec, puis l'argent qui se rend là-bas, ça paye pour beaucoup plus que... Oui, puis pour les gens qui ont parrainé des enfants, mais c'est déductible d'impôt aussi. S'ils envoient 100$ pour parrainer un enfant, mais c'est déductible d'impôt. Mais le coût là-bas, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes études qu'ici. Mais exemple, si quelqu'un veut être professeur de secondaire, il faut qu'il aille à l'université, là. Mais les coûts de l'université, pas comme ici. Pour 2000$, je pense qu'ils peuvent faire l'année au complet, là, à peu près, là, parce que j'ai parrainé des jeunes là, à l'université, là, 1 ou 2, là, puis ça coûtait à peu près 2000$, là, en tout et partout, là. Donc, est-ce que c'est nouveau, ça, le parrainage? Ça fait combien de temps? Toi, donc, en 2011, tu as commencé ton premier projet, puis le parrainage, j'imagine, ça n'a pas commencé immédiatement au début. Toi, il fallait que tu t'ajustes. Oui, parce que je connaissais pas trop, là, aussi. Puis quand c'est arrivé pour le secondaire, que je te parlais, un cahier, il y a plusieurs cahiers, puis il travaille toute la semaine, le professeur vient une journée par semaine, ça, on a parrainé ça. On a parrainé un groupe. La première année, on a parrainé 2 écoles, un groupe de gens du Québec là, qui donnaient des sous. Je l'avais fait une publicité sur Facebook, puis sur mon blog. Puis les gens envoyaient des sous. Fait que j'ai ramassé l'argent que j'ai reçu, plus un petit peu plus, parce qu'il en manquait. On a parrainé 2 écoles, je te dirais, d'environ 75 élèves pour du secondaire. Fait que ça coûtait environ 70$ par élève. Puis on a parrainé 75 à peu près. 70$ pour toute une... Pour les cahiers, là. Pour les cahiers. Puis moi, j'amène des crayons, des effaces, des règles, puis tout ça. Puis tout ça, je lui donne ça, tu sais, ça coûte rien. Fait que donc, quand j'ai payé ça, mais il y a toujours un problème, là. Là-bas, là, on a payé aux 75 élèves, mais quand c'est gratuit, tout le monde y va. Puis ils n'ont pas peur de perdre de l'argent parce qu'ils ne payent rien. Puis l'année passée, mais là, j'ai décidé qu'il fallait qu'ils ramassent la moitié, puis moi, je paierais l'autre moitié. OK. Fait que de cette façon-là, ils investissent. Fait que s'ils lâchent, ils vont perdre de quoi? Fait qu'ils sont moins portés, soit à ne pas s'inscrire parce que ça ne les intéresse pas, ou donc, s'ils se sont inscrits, ils ne lâcheront pas. Oui. Fait que c'est pour ça que faut les impliquer un peu. Puis ils sont capables de le faire. Ils ont 1 an pour ramasser le sous, là, 35$, là, si on reste à 70$, là, c'est 35$ qu'ils ont ramassé durant toute l'année, là. Donc, l'équivalent de 35$ canadiens. Oui, à peu près, là, plus ou moins, là, 35$ que les autres payent, puis moi, je paye l'autre 35$ si ont le 35$. Fait que on s'arrange comme ça, là. Est-ce que c'est dangereux dans le coin? Je veux dire, les jeunes qui s'en vont à l'école là, puis est-ce qu'il y a certains animaux, comme le trajet qui fait le jeune de 10 km, non. Il n'y a pas de... Il y a des serpents, il y a des trucs de même, il y a bien des animaux comme... Quand je fais mes conférences, je monte des tarentules, je monte des scorpions, je monte des serpents, je monte ça. Mais moi, dans mes 10 années au Guatemala, 7 là, comme chargé de projet tout seul, j'ai jamais entendu parler que quelqu'un s'était fait attaquer ou piquer, là. Ces animaux-là attaquent pas le monde. Ces animaux-là, si tu marches à la queue, là, ils n'aiment pas ça, là. Mais il faut que tu sois sûr, tu sais. Puis, mais moi, j'ai jamais entendu parler, même eux là-bas, que moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un... Donc, les gens, est-ce qu'il y a des gens ici qui vont aller avec toi dans la prochaine année, qui vont aller dans la prochaine... Comment tu appelles ça, la saison ou que tu vas être là? Moi là, c'est pas une saison. D'octobre à avril, là, c'est le temps que je suis là, les 6 mois que je suis là. Moi, je parraine le Collège Saint-Paul de Varennes. Collège Saint-Paul de Varennes allait au Guatemala depuis plusieurs années. Moi, je les parrainais. J'allais juste faire une conférence pour parler aux parents et aux étudiants du Guatemala parce que moi, je suis à 7 heures d'autobus de la capitale. Donc, l'avion arrive à la capitale, puis ils ont encore une journée d'autobus. Fait que c'était 2 jours pour venir me rejoindre, puis 2 jours pour retourner. Fait qu'ils venaient pas. Ils allaient au Guatemala tous les 2 ans, mais ils se rendaient pas où j'étais. Et puis en 2016... En 2017, l'an passé, ils m'ont contacté, puis on a parlé de possibilités de projet, puis finalement, ils ont décidé qu'ils viendraient me rejoindre avec un agent de voyage, la même agence de voyage, sauf qu'ils organiseraient le voyage culturel en s'en venant me rejoindre, puis quand ils retourneraient, ils feraient la même chose. Fait que donc, ils sont venus l'année passée,
Ça m'a stressé. Ah. Parce que moi, ça faisait 6 ans que j'étais tout seul. J'avais juste moi à m'occuper, puis mes projets. Mais là, il s'en venait 18 élèves, 3 responsables. Il fallait trouver une place à coucher, il fallait manger, il y avait des activités, il fallait le travail, il y avait tout ça. C'est sûr que ça m'a stressé. Je dormais pas, là, 2-3 semaines avant qu'il arrive, là, je dormais pas. Puis au Guatemala, là, ici, là, au Québec, ils voulaient avoir le nom des familles avec le numéro de téléphone de toutes les familles qui recevaient les enfants. Ouais. J'ai demandé ça en novembre, puis je les ai eus à fin février. Fait que ça stressait pas mal le monde, puis moi le premier, là, tu sais. Mais ça s'est tellement bien passé, j'en ai été surpris moi-même. Puis à cause de ça, ben, le Collège Saint-Paul a décidé de venir à toutes les années au Guatemala. Super. C'est où ça, le Collège Saint-Paul? C'est à Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud de Montréal, OK. Ouais. Donc là, toi, ça t'inspire. Ça, c'était la première fois, c'était l'année dernière? Oui. Non, cette année, là, en 2018. 2017. À la semaine de relâche, au mois de mars cette année, 2018. Première expérience. Donc. Première expérience. Puis là, toi, tu vois ça comme vraiment inspiré pour la prochaine fois? Là, pour, oui, prochainement? Oui, parce que ce qu'on fait, c'est pour aider les démunis. Là, au mois de mars cette année, en 2018, on a construit une maison pour une dame fortement handicapée qui a une fille. Elle doit avoir 34-35 ans. Sa fille doit avoir 13-14 ans. La seule chose qu'elle bouge, c'est son tronc puis une main. Un petit peu. Fait que sa fille est obligée de s'occuper d'elle. Là. Elle la lève le matin, elle la lave, elle l'habille, elle la met dans sa chaise, elle la fait manger, elle s'en va à l'école, la petite fille, elle revient de l'école, elle s'occupe de sa mère. Puis cette dame-là, elle a reçu un terrain. Il y a un groupe d'hommes d'affaires de Poptoon, de la ville de Poptoon, qui a donné un terrain. Fait que là, ils ont donné le terrain, mais avec rien. Elle m'a demandé si je pourrais l'aider pour la construction d'une maison. Puis ça a donné que j'avais parlé avec le Collège Saint-Paul, on discutait du projet. J'ai communiqué avec le Collège Saint-Paul, je leur ai parlé du projet, ils ont accepté de suite. Fait que là, le projet qui est terminé au mois d'avril 2018, on a construit une maison pour cette dame-là, mais une superbe de belle petite maison qui m'a coûté pas mal parce que moi, quand on a parlé de la grandeur de la maison, j'ai pas pensé maison, j'ai pensé école. Donc, une école, il n'y a pas de division, il y a une porte, il n'y a pas de châssis, c'est des barreaux. Fait qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais une maison, il y a des divisions, il y a plusieurs portes, il y a des châssis, il y a de l'eau, il y a l'électricité. Puis vu qu'il était en chaise roulante, ça prenait un trottoir pour l'amener jusqu'à la maison. Fait que ça a coûté pas mal plus cher qu'une école, mais ça fait rien. J'avais les sous, fait qu'on a construit. Est-ce que tu as des exemples de ça sur votre site web? Oui. Sur ma page web, marienlandry.com, on la voit, cette petite maison-là. Oui, là. On peut peut-être prendre le temps de regarder puis le mettre sur l'écran pour l'intégrer dans le podcast pour montrer que ça. C'est marienlandry.com pour aller voir les photos. Puis ça, j'ai remarqué tantôt, c'est ça, il y a toutes les dates depuis 2011, dans le fond, qu'il y a des gens qui prennent des photos puis que tu gardes des pas les gens prennent des photos, c'est moi qui prends les photos. Puis de temps en temps, je montre ça à un jeune, un enfant, je dis, regarde, ça marche de même. Puis ils pognent ça vite, là, puis là, ils partent puis ils prennent des photos. Il y a certaines photos que c'est les enfants qui ont pris. Parce que l'école secondaire, elle porte le nom de l'école Diego Fernando. C'est celle-là? Non, ça, c'est la première. Ça, c'est la première école. Bon, celle-là ici, tu peux... les deux petits gars qui sont ensemble en haut, là. Celle avec le chandail rouge, là. Ici, tout à l'heure, je te parlais d'un petit gars qui nous aidait beaucoup. Pas la première année, la deuxième année. Puis, il nous aidait beaucoup. Puis, j'ai demandé, tu vas pas à l'école? Il me dit non, mais je vis avec ma grand-mère. Ma mère est morte. Bon, mais ça, c'était Darwin. C'est avec le chandail rouge. OK? Donc, moi, je l'ai parrainé. Puis, cette année-là, j'ai amené un sac de ballons. Et puis, j'ai distribué à l'école, mais vu que je le parrainais, que j'étais son parrain, j'en ai donné un ballon. L'autre petit gars à côté, Diego Fernando, était là, puis il a vu ça. Fait que le lendemain, là, ça devait mijoter dans sa tête, il voulait avoir un ballon, puis tout ça. Et puis, il vient me voir, il me dit, j'aimerais ça avoir un ballon. Ben là, j'ai dit, je n'ai plus, mais je reviens à l'automne. Puis j'étais à l'automne, je t'en amènerai un. Fait que environ 2 semaines après, la directrice de l'école, un matin, je m'en viens, il y a beaucoup de monde sur le bord de la route, il s'est fait frapper par un camion, puis il est décédé. Ah non, pour vrai. Fait que... Pas le petit gars qui est là? Oui, Diego Fernando. Là, je m'ai remis en question. Moi, dans ma jeunesse, j'ai une petite sœur qui s'est fait frapper par un auto et est décédée, puis là, ça me revenait dans la tête, puis je trouvais que la peine que ça m'a apporté quand Diego Fernando s'est fait frapper,
Là, je pensais au ballon qu'il m'avait demandé. Il n'y aura pas son ballon, puis tout ça. Puis ça m'a trotté dans la tête, mais les professeurs et la directrice de l'école m'a fait comprendre que le Guatemala avait besoin de moi. Elle m'a dit, je comprends ta peine, puis je comprends tout ce qui t'arrive, mais on a besoin de toi. Là, ce que tu fais, là, ça fallait énormément. Fait que quand c'est arrivé, peut-être 2 semaines de l'inauguration de l'école de Chacalte, une idée m'est venue de baptiser l'école Diego Fernando. Ah oui, OK. Fait que... C'est une belle action, ça. C'est vraiment une belle chose que tu as faite là. À l'inauguration de l'école, là, on voit les premiers groupes d'école. Là. Ça, c'est le premier groupe. Premier groupe, c'était la journée qui rentrait dans l'école pour la première fois. Là. Ça, c'était quand même un gros groupe d'étudiants, là, secondaire 1, 2, 3. Là, puis, je me souviens, là, la journée de l'inauguration de l'école, là, il avait préparé une grande banderole avec la photo de Diego Fernando. Puis, moi, j'étais avec Darbing. On s'est fait poser à côté de la banderole. Puis, la photo, ça a été un moment important. Ça a été difficile, la disparition de Diego Fernando pour moi. Mais cette journée-là, j'étais comme... OK, c'est correct. Il n'aura pas eu son ballon, mais il va avoir une école à son nom. Là. Ça m'enlevait un gros poids de ses épaules là, parce que ça a été un des moments les plus difficiles là, dans mes 8 années là-bas. Là. Ça a été de mettre en place tout ça. Le stress, ça doit être stressant quand même de faire. Ben, tu le mentionnais tantôt, c'est la logistique, c'est difficile de tout organiser puis d'avoir les. Oui, mais le ministère. Ça, moi, j'en ai parlé à la directrice, mais elle, il fallait qu'elle parle au ministère de l'Éducation pour nommer l'école, parce que l'école, c'est une école publique. Là. Donc, elle a communiqué avec le ministère de l'Éducation. Mais la personne la plus importante, c'était sa mère. Il fallait savoir si sa mère acceptait. Fait que là, moi, je ne le savais pas parce que elle avait une peine à quitter le village parce qu'elle ne pouvait plus rester là, tu sais. Fait que là, on a communiqué avec elle. Puis moi, à ce temps-là, je ne parle pas trop espagnol. Donc, c'est la directrice qui s'occupe de tout ça. Et puis, la directrice vient me voir. Elle dit, Marien, elle dit, tu viens de faire le plus beau cadeau du monde à une personne. Oui, c'est symbolique de l'espoir. C'est symbolique de... Puis elle est venue, je l'ai invitée à venir pour une photo parce quand on a fait marquer le nom, puis ça, elle est venue, puis c'est une femme qui était hyper pauvre, pas d'argent, puis quand elle est venue, mais là, j'ai payé l'autobus pour retourner, tu sais, puis on se parle régulièrement. Quand j'y vais au moins une fois, elle m'appelle pour savoir comment est-ce que je vais, puis me remercier ce que je fais pour les gens du Guatemala. C'est une bonne madame, là, mais elle a pu être capable de rester dans ce village-là, elle, là. Ça a été un des moments les plus marquants, mais je dirais pas positif ni négatif, mais ben, la mort arrive quand on s'en attend le moins, là, comme celle-là de Diego Fernando. Ça touche, ça fait mal, mais à la fin de compte, aujourd'hui, l'école Diego Fernando, je suis tellement fier de cette école-là, fier du projet, puis fier qu'il y a plein d'élèves qui vont à cette école-là aussi, là. Fait que, puis c'est ça. Puis là, Darbing, le petit orphelin, dans le fond, qui reste avec sa grand-mère, mais là, lui, il va rentrer là cette année. Il a travaillé sur cette école-là il y a 6 ans, là. Puis là, il va rentrer là, puis il aurait rentré normalement avec Diego Fernando, parce qu'il était dans la même école. Mais non, ça va être une fierté. Mais que je le vois rentrer dans l'école, assis à son bureau, là, ça va être une belle fierté, ça aussi. C'est vraiment incroyable. Ouais. Je suis sans mots. J'ai comme de la misère à savoir où ce qu'on s'en va avec tout ça. C'est tellement des belles histoires. J'ai comme juste envie de te laisser continuer puis que tu me racontes toutes tes histoires là-bas. Ça doit être tellement une belle expérience de vie. T'as vraiment trouvé, comme tu dis, c'est ta famille, dans le fond. T'as trouvé ta vocation. Tu t'es retrouvé, là. Est-ce que tu t'es retrouvé là-bas? Est-ce que toi, en tant qu'individu, comme en tant que personne dans ta vie à ce moment-là? C'est comme, bon, j'ai laissé tomber le poids sans être un poids, mais de mon style de vie, dans le fond, d'un style de vie que j'avais ici, puis de choisir le style de vie qui se passe là-bas. C'est sûr, quand je reviens ici, après 6 mois, là, ça me prend 1 mois et demi avant de me remettre. Rentrer dans ma maison, je regarde partout, puis il n'y a pas un château, là, mais
qu'est-ce que je fais là-dedans, là, cette grande maison-là, tu sais, mais c'est notre monde, tu sais, faut que je reste terre à terre, puis que je me dise, bon, ben, ça, c'est notre monde ici, c'est différent du Guatemala. Fait que donc, je réussis à garder l'équilibre. Avec du temps, là, tu sais, je réussis à garder l'équilibre. Quand j'arrive au Guatemala, j'embarque là-dedans tout de suite, là, tu sais, je suis pas dépaysé, là. C'est plus quand je reviens ici, là. Mais on parlait des écoles puis tout ça, mais en 2012-2013, mon projet 2012-2013, j'ai rencontré pour la première fois des enfants handicapés. Ce qui m'a apporté à aller aider des enfants, une association qui aide des enfants handicapés qui débutait. L'association s'appelle Lufecadis. Et puis, j'ai rencontré une petite fille parce que si tu as été voir mon Facebook. J'ai regardé rapidement. Oui, il y a une petite fille sur la photo dans mes bras. Quand j'ai vu cette petite fille-là, là, elle avait, on parle en 2013, elle va avoir 5 ans, elle va avoir 15 ans le 1er avril. Là. Elle avait environ 10 ans, mais handicapée là, d'une chaise roulante, attachée ou couchée dans son lit, qui rit. Elle ne parle pas, elle n'ira jamais à l'école. Fait que quand on a construit l'école à Quebrada Seca, c'est en 2012-2013, l'idée m'est encore venue de baptiser l'école au nom de Daisy. Fait que l'école de Quebrada Seca, il y a 2 écoles de baptisés dans toutes les écoles qu'on a construites. Il y a l'école de Chagalte Diego Fernando, puis l'école de Quebrada Seca, qui s'appelle l'école Daisy Idalia Vasquez Cajal. Fait que ça, aujourd'hui, c'est une petite école de maternelle, là. Ils appellent ça les Barboulos. Et si c'est une petite école, elle ira jamais. Puis ils m'ont fait la surprise l'année de l'après, à la graduation des élèves, de graduer Daisy, avec le costume puis tout. Fait que quand j'ai... Hey, ça aussi, c'est des choses comme ça qui font, eux autres là-bas, qui pensent. Puis que moi, ça me fait tellement plaisir de voir ça. Ça vous voyez, comme ma mère dit, ça tire les larmes. Ça tire les larmes. Puis après avoir rencontré Daisy, j'ai rencontré un professeur qui était dans ce village-là. Puis c'est elle qui m'a présenté la maman de Daisy. Ils m'ont invité... Ce professeur-là, elle venait de partir à un centre pour aider les enfants qui avaient le syndrome de Down. Et puis, elle m'a invité à une petite fête qu'il y avait. Fait que je suis allé à la petite fête. Puis moi, cette année que j'avais construit l'école, à chaque année, quand je finis mes projets, s'il me reste des sous, mais je fais des petits projets. Là. Je peux réparer la couverture d'une école, faire des salles de bain ou un truc de même. Fait que là, j'ai dit... Puis eux autres, elle avait eu un terrain à cadeau. Puis elle l'a donné pour l'association. Il y a quelqu'un qui nous avait bâti une petite cabane là-dessus, puis il y avait des toilettes. Mais c'était des toilettes, les chaises roulantes ne pouvaient pas rentrer dedans, donc ils étaient pognés un peu. Fait que la première année, on a construit des toilettes pour les chaises roulantes, on a démoli une grande porte, puis tout ça. La deuxième année, on a fait un trottoir qui partait de l'école jusqu'au chemin, encore pour les chaises roulantes. Ça, c'était en 2014. Puis en 2014, je leur ai dit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir... que je viendrais, là, une construction. Bien, ils voulaient avoir un centre. Puis on a construit le centre Lufecadis à Porto. Puis là, maintenant, bien, c'est pas juste les enfants à trisomie 21. Là, à tous les jours, les enfants vont à l'école. Il y a un groupe d'enfants à l'école. Peu importe l'handicap, physique ou mental, ils apprennent tout quelque chose. Si c'est un enfant qui a le syndrome de Down, il peut apprendre juste à se brosser les dents, à se laver les mains, à ramasser les assiettes. Ils apprennent tout quelque chose. Ceux qui ont des handicaps physiques, ben, eux autres, ils apprennent une école normale. On paye un professeur, on paye 2 aides, un physiothérapeute qui vient une journée par semaine. Puis tout l'argent, on la trouve. J'envoie 2 containers par année au Guatemala pour Lufecadis. On distribue à toutes les familles de Lufecadis, vêtements, chaussures, jouets, matériel scolaire. S'ils ont besoin d'un vélo pour voyager, on lui donne un vélo. Ce qui reste, on le vend à petit prix, puis ça lui permet de fonctionner. Parce qu'ils n'ont aucune aide gouvernementale, ils n'ont aucune fédérale, provinciale, rien, même pas municipal. Fait que la seule revenu que Lufecadis a, c'est le revenu des dons du container. Fait que c'est une belle organisation qui s'occupe beaucoup des enfants. Puis maintenant, ben, on accepte les adultes parce que les enfants ont vieilli, puis ils n'ont plus de place à aller après. Fait que donc, on est rendu avec
toutes les personnes, comme il dit là-bas, c'est à capacité différente. On n'appelle pas ça des handicapés, c'est des enfants ou des adultes à capacité différente. OK. Principalement, là, tu me parlais de trisomie 21, mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont été blessés par des violences ou c'est surtout des... Oui, parce que si on aurait la photo, j'ai une photo d'une petite fille qui restait quand même loin de Poptung, loin de Loufé-Cadiz. Et puis, il y a quelqu'un qui est rentré chez eux, ils ont tué son père, ils ont coupé un bras. Puis on la voit, elle est posée à côté de moi d'une photo. Puis ils ont tenté de couper l'autre bras, puis après ça, ils s'en ont été, mais on a pu sauver son bras. Là. Ah, ouais. Et elle est venue à Loufé-Cadiz. À Loufé-Cadiz, ben, on lui donne du linge, on lui donne des chaussures, on lui donne ce qu'elle a besoin. Là, puis un physiothérapeute qui fait des traitements pour essayer que ça revienne le mieux possible. Donc, les gens, s'ils veulent contribuer à ces cargos-là, ils peuvent aller sur les containers, ils peuvent aller sur le site, puis ils vont trouver les liens pour... Oui, puis moi, mais c'est ça. Ça, c'est du matériel que je ramasse, là. Autant, du linge, j'en ramasse pas trop, là, mais chaussures, des vélos, matériel scolaire, des jouets, des toutous... tout ce qui peut servir de la vaisselle, des couteaux, des cuillères, tout ce qui peut servir encore, là, moi, je mets ça dans des containers puis j'envoie ça à Loufé-Cadiz. Puis là-bas, on distribue tout ce qu'on peut aux familles de Loufé-Cadiz. Puis ensuite, le reste, on le vend. Puis c'est avec cet argent-là qu'on paye professeurs, physiothérapeutes, 2 aides, les fêtes aux enfants qu'on fait régulièrement. Quand c'est la fête de on fait une petite fête, on achète un gâteau. Puis toute la paperasse, puis les papiers qu'ils ont besoin pour l'école aussi, on achète ça. Fait que Loufé-Cadiz fonctionne bien, mais c'est à cause des containers qu'on envoie chaque année, là. Donc, allez voir sur le site ou aller sur le Facebook, au moins cliquer like sur le Facebook, aller sur le site, il y a faire un don là, qui est en haut à droite. Là. Puis l'autre affaire, c'est que mon but premier d'aller au Guatemala, c'est de construire des écoles, l'éducation, dans le fond. Mais présentement, là, depuis 2-3 ans, là, je te dirais que Loufé-Cadiz là, et des enfants handicapés ont pris le dessus sur les écoles. Je vais continuer de construire des écoles, mais s'il faudrait que je fasse un choix entre les deux, probablement que je continuerai d'aider Loufé-Cadiz là, parce que je trouve ça important, les enfants handicapés. Là. Toi, tu es parti là tout seul, mais maintenant, ton équipe s'agrandit, tout ça prend des ampleurs que toi, tu n'aurais jamais imaginé. Mais est-ce que tu as comme des gens là-bas qui sont avec toi, qui peut-être quelqu'un qui est en train de l'aide? Ou Loufé-Cadiz, c'est une organisation. Moi, je suis parrain d'honneur. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a un groupe de personnes qui sont très impliquées là-dedans. Et puis, moi, c'est plus moi qui les aide. C'est sûr que pour distribuer le matériel, eux autres, ils connaissent les familles, donc ils appellent la famille, vous venez. Mais pour la construction des écoles, dans le fond, là, j'implique les gens de chaque village. Donc, les gens de chaque village ont construit leur école. Donc, vous allez travailler sur votre école, là, tu sais. Fait que, eux, je les paye pas. Moi, j'engage des gens que je paye, ils ont un salaire de 2, 3, des fois 4, dépendamment. Et puis, eux autres construisent l'école. Moi, j'aide à construire l'école. Je suis comme journalier avec les gens du village, là. Toi, c'est quoi ta formation au départ? Est-ce que tu étais dans la construction? Ou non. Même pas? Non, j'étais en métallurgie. Je travaillais en métallurgie. Ah. J'étais un inspecteur de cuve de coulée d'une métallurgie à Contrecœur. OK. Donc, mais t'avais des notions de construction? Non, pour la construction, puis je te dirais que la construction au Guatemala, c'est complètement différent d'ici, là. Tu sais, c'est des blocs de ciment, ils ont rien. Pour mettre ça au niveau, puis à l'équerre, là, c'est un équerre, un fil, et puis une hausse avec de l'eau dedans, puis c'est à peu près tout, là. Ils partent avec ça, puis c'est droite, puis c'est bien fait, là. Tu sais, c'est pas comme ici, là. Il y a presque pas de bois dans une école, dans le fond. Presque pas, là. Ah oui, pour vrai, c'est béton principalement. Oui, puis bon, les formes sont en bois, là, si tu veux. Il y a des formes pour quand on coule le solage, là, Puis après ça, les couvertures, un autre point qui est important, là, c'est les couvertures. Les couvertures sont faites soit en bois ou soit en métal. Puis ça, c'est payé par le député de Saint-Louis-Pétain. Du Guatemala. Moi, je l'ai impliqué là-dedans. J'ai négocié avec lui pendant quelques années. Puis depuis qu'il est au pouvoir, il paye la couverture de toutes les écoles. Fait que quand on est dans la brousse, on a du bois facilement. Fait que les gens vont couper du bois. Moi, je paye le gaz, l'huile, la chaîne de l'acier à chaîne. Eux autres vont couper le bois, ils nous l'emmènent, on l'installe nous autres mêmes. Puis le député paye la couverture, la tôle. Quand on est loin de la brousse, pas de bois, là, le député paye tout. Sauf que moi, je dois payer le soudeur qui va aller... Ça me coûte beaucoup plus cher
quand il n'y a pas de bois. Là. Quand c'est du métal, moi, ça me coûte plus cher parce qu'il faut que je paye les soudeurs, puis tout ça, puis ça prend plus de temps. Là. Fait que, mais c'est le député qui paye le matériel pour toutes les couvertures. Là, depuis 3 ans, là, il s'implique comme ça, lui. Donc là, t'aides les jeunes, t'aides les handicapés, il y a les écoles, puis il y a aussi la main-d'œuvre. Dans le fond, est-ce qu'à un certain niveau, les gens là-bas vont acquérir de la main-d'œuvre, des compétences techniques de main-d'œuvre, de construction? Je dirais que oui, parce que moi, j'engage des. C'est sûr que le chef de chantier là, pour la construction, c'est quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Donc, c'est ce qui s'en va. Moi, maintenant, j'y donne les plans, ce que je veux avoir comme école, parce que la première année, je connais rien. Fait que donc, je sais pas, là, c'est-il 8 mètres, c'est-il 4 mètres, c'est-il 2 mètres, j'ai aucune idée. Fait que donc, j'ai tout mis ça dans les mains de quelqu'un. Puis moi, mais je m'occupais pas de rien. Quand il disait, on va faire venir 400 blocs, mais on fait venir 400 blocs, là. Mais maintenant, je négocie mes blocs, je négocie le matériel, je sais quelle grandeur. C'est moi qui décide de la grandeur de l'école, combien de classes, le bureau de direction. C'est moi qui décide de tout à cette heure, parce que j'ai pris l'expérience là-dedans. Puis je trouve que c'est important que je sache ça maintenant, là. Parce que la première école, c'est une des écoles que j'aime le moins. Parce qu'elle a mal été construite, parce que celui qui l'a construit, ils ont dit, bon, OK, on a 90 élèves, mais finalement, il y en avait 50. On aurait pu faire 4 classes au lieu de 3. Fait que c'est ça. Mais à cette heure, je négocie tout. Puis j'ai appris l'espagnol aussi, surtout. C'est une école pour toi aussi. Après 2 ans, j'ai appris l'espagnol. C'est une école pour tout le monde. Dans les gens qui vont aller là-bas pour pas nécessairement faire l'administration, mais pour les intervenants, est-ce que tu as des gens qui... j'ai pris note d'une institution, c'est Codistra, pour les langages autochtones. Est-ce que c'est principalement de l'espagnol là-bas? Ou, non. C'est-à-dire, en dehors de la brousse, d'un grand centre, c'est de l'espagnol. Mais ils ont le quechua, il y a le kitchi. Le quechua, il y a 21 ou 22 idiomas là-bas. Ouais. Idiomas de langage. Tu as l'espagnol, puis tu as tous les autres. Mais moi, quand je vais d'un village, à date, là, j'ai toujours eu quelqu'un du village qui parlait espagnol. Donc, ça se peut qu'à la majorité, il parle le quechua, mais il y a quelqu'un qui me traduit tout ce qu'il y a à faire, là, tu sais. Fait que, ce côté-là, j'ai jamais eu de problème, puis de toute façon... C'est pas un barrage pour moi. Là. La première année, là, j'étais tout seul dans le fond de la brousse. Il n'y a personne qui parle anglais, il n'y a personne qui parle le français. Puis j'avais du fun. Là. On avait du fun, puis on travaillait, mais fait que c'est pas un barrage pour moi, la langue, dans le fond. Ben, ta langue à toi, dans le fond, c'est la compassion. Ouais. Puis ils sentent quand tu arrives là, puis que tu veux, t'as de la compassion, puis tu veux aider. Oui, parce que tant qu'il y a de la communication, parce qu'il y avait de la communication, je parlais pas anglais, pas français, puis je réussissais à communiquer parce qu'on a construit l'école, là. Mais avec l'espagnol, on peut se débrouiller là, pour notre temps là-bas, là, facilement. Ben, je demandais parce que c'est sûr, en vue de ce soir, j'ai fait des recherches, puis il y avait le Codisra qui est une institution qui protège la culture indigène au Guatemala. Puis je me demandais à quel niveau, eux, ils sont conscients de ton projet, puis comment ils voudraient... Ben, dans le fond, c'est ça, comment eux s'investissent. S'ils s'investissent là-dedans, t'as tellement de possibilités, dans le fond. C'est quoi je sais pas si tu peux mentionner des projets futurs ou des idées que tu aimerais appliquer. Ben là, j'ai une liste là, de 150 projets. Il y a des réparations d'école, mais 150 projets. À 3 par année, 2, 3 par année, dépendamment des grandeurs d'école, j'y arriverai pas. Là. Pour 150, je finirai pas à job. Là. Mais de toute façon, moi, faut pas que je regarde la dernière école que je vais faire. Faut que je regarde à chaque année. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Je regarde... parce que tant que je vais avoir de la santé, je vais y aller, là. Tu sais, on prend de l'âge, là. Mais j'ai l'intention d'aller aussi longtemps que la santé va me le permettre. Pour l'argent, que j'ai 1000, 2000, 50 000, 200 000, j'y vais au Guatemala. Je vais faire avec ce que j'ai, là. Je vais toujours faire avec ce que j'ai. Jusqu'à cette heure, j'ai toujours eu un budget pour faire ce que j'avais à faire. Cette année, je pars encore avec un des plus gros budgets dans mes 8 dernières années, dans le fond. Et puis, mais il y a tellement à faire, puis c'est difficile de dire non à... Tu sais, je construis une école à un endroit, ils ont déjà une école maganée, mais l'autre place que je vais,
je suis obligé de dire non parce que je m'étais déjà engagé. Ben, ils ont juste un toit. Ils n'ont pas une vieille école, ils ont juste un toit. Eux autres. Fait que c'est continuel, puis j'en vois de pire à chaque année, là, tu sais. Fait que le besoin est très grand, là, pour l'ouvrage, ça ne manquera pas. Puis Loufé-Cadiz aussi, mais leurs besoins, je suis toujours attentif à leurs besoins, puis pour essayer de rendre Loufé-Cadiz plus fonctionnel, puis pour aider le plus d'enfants handicapés, parce que quand les gens connaissent Loufé-Cadiz, mais ils veulent venir parce qu'ils savent que ça aide les familles, ça aide les enfants, puis on y donne beaucoup, là. Puis c'est en majorité des familles pauvres. Ça, ton projet, c'est excusez-moi l'anglicisme, c'est un template, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir puis qui veulent faire prendre ton format, ton idée, puis de l'appliquer dans d'autres endroits, au Guatemala ou peut-être même dans d'autres pays aussi? Est-ce que tu as été contacté par d'autres... Oui, j'ai été contacté par l'Afrique là, récemment, là, mais... c'est difficile sans que toi t'ailles là. Ouais, okay. C'est difficile de faire confiance. Tu sais, je veux dire, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Moi, j'offre au monde qui veulent en savoir plus, qui veulent parler avec moi d'un projet, de venir me rencontrer en personne ici ou au Guatemala, parce que je suis 6 mois au Québec, 6 mois au Guatemala. Fait que moi, je leur demande de venir me rencontrer en personne. Négocier par texto ou quoi que ça voudra, tu vois pas personne. Ça fait que j'ai été obligé de couper les liens parce que c'était trop... je me trouvais comme trop agressé. Là. C'était rendu trop agressant, là, puis... fait que j'ai lâché l'Afrique, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de lâcher le Guatemala. Non, c'est ça. Puis le monde qui, j'imagine, sont intéressés par le format de ton projet, ils peuvent aller voir comment ça fonctionne juste en visitant le site, puis ils peuvent l'appliquer en Afrique ou n'importe où. Ils vont voir qu'est-ce que toi t'as fait, puis s'ils ont des questions. Mais faut être un peu fou. Faut être un peu fou pour s'embarquer là-dedans, parce que je te dirais que moi, j'ai travaillé 31 ans à l'usine où j'ai travaillé. Et puis, présentement, je travaille beaucoup plus que dans le temps, plus d'heures. Puis ça grossit, tu sais, ça rapetisse pas le projet, là, tu sais, la demande est toujours là. Fait que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça a été comme cet été, là, avec j'ai reçu des cadeaux ici, là. C'était 7 jours par semaine. Je travaille 7 jours par semaine, puis des fois des heures de fou, puis aussi, mais... Il y a une compagnie de transport, parce que moi, le matériel que je reçois, il faut que je l'entrepose à quelque part. Fait qu'il y a une compagnie de transport qui appartient à un de mes chums, à sa famille. Puis eux autres, ils me prêtent des vannes pour entreposer mon stock. Fait qu'en échange, moi, j'ai offert mes services s'il y avait besoin de quelqu'un, peu importe le gardien de nuit, décharger des containers ou n'importe quoi. J'ai offert mes services, mais quand ils m'appellent, je dis oui. Je dis oui, mais j'aime travailler. Puis en plus, j'ai dit, je veux pas que tu me payes. Tu vas faire un don à l'organisme avec mon salaire. Fait que donc, à la fin de l'année, je sais que ça me ramasse un bon montant de l'argent. C'est pas loin du prix d'une école. Fait que ça vaut la peine de travailler, puis que j'ai cet argent-là. Là, fait qu'il y a ça aussi. J'ai un travail avec lui. J'ai le travail de ramasser le stock que les gens me donnent, solliciter les gens, préparer les sollicitations des gens. Puis ça, c'est pas mon côté le plus le fun. J'aime rencontrer les gens, mais aller les voir pour de l'argent, je trouve ça un peu difficile. Mais j'ai de l'aide. Au point de vue publicité, à cette heure, j'ai 2 personnes, là, Roland puis Jean-Pierre. C'est deux gars qui m'aident beaucoup dans mes projets là, depuis 3 ans. Là. Fait que ça m'aide à me faire connaître, à faire connaître les projets au Guatemala. J'ai pris plein de notes de mettre en contexte le Guatemala, mais je trouve que ton message est beaucoup plus positif. Puis je pense qu'avec tout ce que ces gens-là ont vécu depuis... ça fait des centaines d'années que ces gens-là vivent des supplices puis des génocides, même récemment, dans les années 70-80. Ouais. Puis moi, ton message d'espoir est plus important que juste d'énumérer toutes les choses épouvantables qui leur sont arrivées à ces gens-là. Puis... Parce que moi, j'ai jasé avec des gars de mon âge, à peu près, qui ont connu la guerre civile, qui ont même été à la guerre civile, qui n'ont pas eu le choix d'aller à la guerre civile. Et puis, j'ai jasé pour savoir l'histoire un peu du Guatemala, là. Mais écoute, c'est alarmant. Ça me donnait des frissons de savoir que lui, il entrait dans l'armée, puis la plupart allaient se cacher dans les forêts, là, dans le bois. Là. Puis, il fallait, avec l'armée, que tu ailles dans le village de ta famille,
puis que tu lui fasses sortir de ta maison, dans le fond. Lui, c'était la maison de ses parents, puis il était dans l'armée, fait qu'il fallait qu'il le fasse sortir, puis il s'en tuait, là. Il n'y avait pas le choix, là, tu sais. Ouais. Ah non, j'ai connu des histoires d'horreur incroyables là, de la guerre civile qui a fini, je pense, en 98. Puis 98, en tout cas pour moi, là, peut-être pas pour toi, mais pour moi, le 98, là, c'est hier. Là. Ouais. Tu sais, ça a été ma vie, 98. Je suis né en 56. Ça veut dire que quand je suis venu au monde jusqu'à 98, là, où j'ai eu du fun, moi, jouer au soccer, puis baseball, puis du hockey, puis m'amuser, puis aller à l'école, mais eux autres, c'était une guerre civile. Il n'y avait pas d'école. Puis ils ne s'amusaient pas, là. Ils se cachaient, là. La plupart des gens se cachaient pendant toutes ces années-là, là. Fait que ils ont fait une vie bien différente de la mienne, hein. Ah, c'est épouvantable, en tout cas, qu'est-ce qui leur est arrivé, puis ça continue. Ben là, c'est ça, c'est mieux aujourd'hui, mais il y a encore les intérêts américains, puis il y a encore les ressources là-bas qui... c'est mal dévisé. La richesse est mal dévisée. Je pense qu'il y a 10 ou 12 familles qui ont la richesse totale du Guatemala. Ah, pour vrai. Les gens qui ont de l'argent, ils payent. Ceux qui ont de l'argent, ils ont besoin d'employés, mais ils payent un salaire de crève-faim, dans le fond, parce que le voisin paye un salaire de crève-faim. Tout le monde... Il y a comme un syndicat des employeurs qui garde les salaires très bas, puis ils sont payés au jour au lieu de à l'heure. Fait qu'une journée, s'ils travaillent 4 heures, ben ils ont 50 quetzals, puis s'ils travaillent 12 heures, ben ils ont 50 quetzals pareil, là. Fait que ça change rien, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que l'éducation va les aider à s'en sortir. Quand ils vont tous savoir compter, là, puis qu'ils vont tous se mettre ensemble, sans parler de syndicats, là, mais quand ils vont se mettre ensemble, mais je pense qu'ils pourraient faire changer les choses, mais tranquillement, là. Oui, les peuples indigènes, nous autres, ont été vraiment pris dans la guerre à l'époque où c'est que... En tout cas, c'est toute une histoire qui est épouvantable. Moi, j'en revenais pas quand j'étais conscient un peu de ce qui s'était passé. Puis quand j'ai revisé mes notes, puis j'ai regardé des documentaires, puis j'ai vraiment plongé là-dedans en vue de ce soir, j'en revenais pas. C'est de l'impérialisme économique. C'est les États-Unis ont manœuvré là-bas pour avoir accommodé l'entreprise qui était là à l'époque, la corporation de United Fruit Company, qui est devenue Chiquita en 1984. Puis ça a été toutes des manigances. Ils ont accusé les gens là-bas de communisme. Fait qu'ils ils ont amené l'armée supposément là-bas pour... Ils ont payé Ils ont créé une situation désagréable de guerre perpétuelle. Puis je pense que ça a duré 36 ans, en fait, la guerre là-bas. Donc, c'est surprenant Ben, ça m'étonne pas, en fait, que dans les grandes villes du Guatemala, qu'il y ait cette situation-là de guerre de gang, puis de situation où le peuple, ils doivent se sauver au Mexique, ou doivent partir, ou aller se cacher dans les montagnes. C'est vraiment... Parce qu'à cette heure, les gens doivent... Il y a tellement peu de travail... Puis ceux qui travaillent, bien, sont tellement peu payés que tout le monde veut partir du Guatemala, aller travailler aux États-Unis, au Canada. Aujourd'hui, il y a une ouverture. Il y a beaucoup de Guatémaltèques qui viennent travailler au Canada, c'est l'agriculture ou d'autres choses. Aux États-Unis, un peu moins parce que les règlements sont plus serrés. Mais légalement, il y a beaucoup de Guatémaltèques qui travaillent au Canada. Fait qu'il y a déjà une ouverture qui se fait avec les autres pays. Mais c'est le Guatemala qu'il faudrait développer. Ils ont des terres, ils ont des bonnes terres, mais ce qui arrive, les terres appartiennent à des riches propriétaires qui ne sont pas intéressés à rendre riches les pauvres. Fait que donc, ils payent au même salaire, salaire de crève-faim. Puis si la personne ne veut plus travailler pour ce monsieur-là ou cette madame-là qui ont des riches terres, ben, il y a une file d'attente de 500-600 personnes qui attendent après un job à 50 quetzals par jour. Fait que, je veux dire, ils ne sont pas sortis encore du bois, là. C'est sûr, l'éducation, c'est vraiment capital. C'est un investissement social, c'est un investissement citoyen d'investir. Moi, je suis pour prendre la gratuité dans l'éducation. C'est sûr que certaines choses, comme tu mentionnais tantôt, où tu invites les gens à aller chercher de l'argent pour payer pour leur éducation, puis toi, tu payes la moitié. Une partie, Comme ça démontre qu'il doit y avoir une maturité quand même à un certain niveau, mais c'est sûr que l'éducation, c'est capital, c'est important, c'est la première chose, c'est un investissement dans ta société, puis c'est ça qui va sortir le monde de leur situation. Là, puis l'autre affaire, c'est que, je vais dire notre organisme, dans le fond, parce qu'il y a du monde derrière moi, c'est que c'est la façon qu'on s'y prend dans les écoles. Bon, on fait payer la moitié de l'inscription,
de tout ce que ça coûte. Mais moi, je m'informe aux professeurs. Si tu en as qui sont vraiment pauvres ou qui en ont 4 dans la même famille qu'il faut qu'ils aillent à l'école, ben avertis-moi, on va payer le tout. Là. Fait que, tu sais, ceux qui payent, c'est parce qu'ils sont capables de payer, là, tu sais. Fait que, mais c'est pour rendre, justement, l'éducation accessible à tous. Parce que si je dirais, c'est 35 $ par élève, that's it, ben il y en a qui n'iraient pas à l'école. Ceux qui n'ont pas d'argent, il y en a qui ne l'ont pas le 35. Là. Même dans un an, là, ils ne pourraient pas. Fait que nous autres, de cette façon-là, on garde ça quand même assez... accessible. Accessible et secret, là, pour pas que tout le monde sache qu'on paye pour 3-4. Fait que de cette façon-là, bon, on réussit à envoyer tout le monde à l'école, dans le fond. Je vais juste checker mes notes parce que je vais éviter de tomber dans tout ce qui est désagréable. Là, Politique. Ouais, c'est ça, politique, on n'a pas vraiment besoin d'aller là, à moins que tu veuilles en parler, là, mais je veux dire, si jamais les gens veulent aller s'intéressent à savoir la mise en contexte historique du Guatemala, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a tellement de vidéos là-dessus, des documentaires, puis... c'est parce que les gens, à l'époque, on s'est fait avoir avec la propagande. Les États-Unis ont vraiment vendu l'invasion, entre guillemets. Là. Je veux dire, c'est arrivé à plusieurs reprises. Les États-Unis, Kadhafi récemment en Libye, c'était la même chose. Lui voulait nationaliser les ressources, puis ils l'ont enlevé de là. Le Shah d'Iran, c'était la même chose en 1979. C'est récurrent comme thème. Là. Mais il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est la beauté du Guatemala. On peut parler de la beauté du Guatemala. Allons-y. C'est le Guatemala, il y a des richesses incroyables. Là. Moi, j'ai visité les ruines Mayas. Les ruines Mayas avec les pyramides, une histoire incroyable. Puis c'est sûr que comme beaucoup, autant les Incas, les Mayas, on ne comprend pas pourquoi ça s'est terminé, mais ils ont été expropriés, là, qu'on appellerait aujourd'hui par une force là, américaine ou espagnole. Là, je ne sais pas vraiment l'histoire de ça, mais c'est incroyable ce qu'ils ont bâti, ces gens-là. Ce qui est impressionnant, c'est aussi les volcans. Ils sont... Autant que c'est impressionnant qu'on les regarde d'une beauté incroyable qui peuvent être destructeurs, comme il y a eu le volcan Fuego au milieu de l'été, je pense. Là. Mais nous autres, il y avait une excursion, on montait sur le volcan, le Pacaya, on faisait chauffer des marshmallows à la lave. Là. Ah oui. Tu sais, je me disais, jamais de ma vie, j'aurais pensé que ça pouvait exister. Là, tu sais, jamais de ma vie. Là. C'est paradisiaque? Ben, c'est pas le côté paradisiaque. C'est beau, un volcan. C'est immense. Ça crache le feu. Nous autres, on n'en voit pas ici. Donc, on peut pas dire, on trouve... Ben, quand de quoi qui est nouveau... Moi, je regardais le Fuego, là, ben, on l'admirait quasiment quand il crachait un petit peu, là, tu sais. Puis il y a quelqu'un, après l'éruption du Fuego, je pense que c'était au mois de juin, là, il y a quelqu'un qui a écrit une lettre au Fuego. Donc, il a écrit quelque chose comme s'il parlait au Fuego. Tu sais, on t'a admiré pendant des années, pendant presque 100 ans. On t'a admiré, on te trouvait beau quand tu crachais du feu. T'étais notre source de bonheur pour les touristes qui venaient ici. On était fiers de te présenter, tout ça. Puis là, tu nous arrives avec une éruption, puis tu t'as tué je sais pas combien de personnes. Tu sais. Je trouvais que c'était parfait parce que moi, je le voyais comme ça, le Fuego aussi, tu sais. Puis bien des choses qui peuvent être dangereuses au Guatemala. Même un serpent, là, un gros serpent de je sais pas moi, de 10 pieds, là, c'est quand même hallucinant de voir ça, là, mais ça peut être dangereux aussi. Il y a le côté beau. C'est quoi qu'ils ont là-bas comme serpent? Ils n'ont pas des... Ah, il y en a plein, là, tout plein, là. Puis ça veut pas dire qu'il est gros, que c'est le plus dangereux. Il peut y en avoir des tout petits, parce que les gens, des fois, on en voit, là, dans la construction, là. Et puis ils me montrent ça, puis là, ils me disent ça, c'est dangereux. Là. Ils font-tu le tour, là, avant de commencer à construire? Il y a un gars qui va faire le tour, puis il va aller s'assurer qu'il n'y a pas rien de dangereux. Non, mais comme je disais tantôt, c'est pas des animaux qui attaquent, là. C'est des animaux qui sont dans leur coin. Puis si tu les déranges pas, ben, ils ont plus tendance à se sauver qu'à rester là. Ben, quand on en trouve, c'est sûr, puis dans les écoles, là, on construit des écoles, des fois, on a trouvé des serpents autour de l'école. Mais encore là, le serpent, il cherche pas le trouble, là, lui. Là, il s'éloigne des humains, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, t'as pas à adapter ton architecture en fonction de... Non, mais j'ai adapté mon architecture où ce que je demeure avec un filet au-dessus de mon lit.
Oui, parce qu'il y a bien des tarentules grandes comme ma main. À un moment donné, là, j'ai arrivé il y a 3 ans de ça. Ça va faire 4 ans. Moi, c'est ça. Il y a à peu près 3 ans ou 2 ans. Quand je suis arrivé la première nuit, là, j'étais couché dans mon lit, puis il y avait une petite lumière, puis je vois ça, c'était une grosse tarentule au plafond. Là, j'étais fatigué. Là, je me disais, je la détruis tout de suite ou que j'attends demain? Si elle n'est pas là demain, ça veut dire qu'elle va être dans la chambre. Fait que là, finalement, j'ai décidé de régler son cas tout de suite. Là, mais non, effectivement, il y a des scorpions. Mais je les vois, mais ça m'a jamais piqué, ça m'a jamais mordu, rien. Là. Fait que je m'habitue à vivre avec eux autres, là, dans le territoire, parce que dans le fond, on est proche de la forêt, donc c'est comme leur territoire, ça, là. Mm. Donc, à part le volcan puis les Mayas, les pyramides, ça, t'en as visité aussi? Oui, puis il y a un lac qui s'appelle le lac Atitlan, qui est entouré de volcans aussi. Il y a beaucoup de villes traditionnelles où on va visiter, mais ça devient un petit peu plus touristique, donc moins intéressant. Et puis, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est une ville qui est intéressante, c'est Antigua, la capitale antique du Guatemala, l'ancienne capitale qui a été détruite par un tremblement de terre là, il y a plusieurs années. Et puis, c'est une belle ville, c'est une très belle ville où on se sent en sécurité parce qu'il y a 3-4 corps policiers. Il y a même des policiers spécifiquement pour les touristes. Fait qu'on se sent en sécurité dans cette ville-là. Et puis, c'est touristique, il y a des restaurants, des hôtels pour dormir, on peut, quand on veut sortir comme moi, là je le fais plus parce que j'ai plus vraiment le temps, là, mais dans les premières années, avant de revenir au Canada, là, j'allais passer 3-4 jours à Antigua, assis dans un parc, à regarder les Guatémaltèques agir le dimanche après-midi, exemple, prendre des photos, tout ça. Je trouvais ça intéressant. C'est ça, j'ai comme plus le temps vraiment, là, mais je trouvais ça intéressant de voir, ils vendent des trucs à manger, de l'artisanat, ils vendent toutes sortes d'affaires pour se faire de l'argent. Là. Je trouvais ça intéressant de connaître ça aussi. Là. Depuis mes 7 années, il y a 5 personnes proches de moi qui ont été assassinées ou disparues. Là. Okay. Il y en a un qui est disparu, on ne sait pas ce qui est arrivé. Puis il y en a 5 autres là, qui ont été assassinés. Là. Le dernier, là, ça se trouve, là, la petite Daisy là, que je te parlais tantôt, là, la petite fille qui était fortement handicapée, son grand-père a été assassiné, je pense, au mois de juin ou juillet. Là. Il était sur sa terre. Parmi tous ces meurtres-là, dans le fond, là, c'est à peu près le seul que je ne vois pas pourquoi. Là. J'imagine juste qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Là. Mais il y a ce côté-là, là, comparé ici, qu'on réglait beaucoup de choses dans le temps avec une tape sur la gueule, là, dans le fond. Là. Là-bas, la plupart ont une machette ou un fusil, fait qu'ils ont le droit au port d'armes. Et puis, il y a des choses qui se règlent là, comme ça. Là. C'est pas d'avertissement. Là, puis, pour les gens qui me demandent si c'est sécuritaire, moi, personnellement, dès le début, quand je suis allé au Guatemala, j'ai fait comme beaucoup de monde font là. Je vais voir comment est-ce qu'est le climat politique, comment est-ce qu'est la violence là. C'est un des pays les plus violents au monde, le Guatemala. Sauf que c'est un beau pays. Puis la région, ce que je suis, c'est beaucoup plus sécuritaire que la capitale. Je me sens pas menacé parce que les gens me connaissent tous, puis tout le monde savent pour quelle raison je suis là. Mais c'est sûr que l'alcool, la drogue, les femmes, il faut pas que tu sailles dans ce contexte-là. Là. C'est ce qui fait les plus gros conflits. Là, tu sais. Parce que moi, j'ai pas de terre. C'est sûr que probablement ceux qui ont des terres, des fois, ils sont jalousés par d'autres qui voudraient avoir leur terre. Ça peut arriver, des trucs de même, mais moi, je suis pas dedans. Fait que, je veux dire, pour être en sécurité, mais c'est devoir être en sécurité soi-même avec soi-même. Là. Fait que de ce côté-là, je me sens pas. Mais c'est sûr, quand il est arrivé les événements là, où il y a eu des personnes que je connaissais qui sont faites descendre, là, pour quelques jours, là, j'étais craintif. Là, je me sentais mal. Je me sentais pas au Québec. Là, mais il y a ce côté-là du Guatemala qui est malheureusement assez de même. Là. Oui. Donc, c'est culturel, c'est la suite, dans le fond, dans le fond, si t'es baigné dans une situation, c'est que ça fait des décennies que ton peuple, ou des centaines d'années que ton peuple vit du stress et de la violence. C'est inévitable que ça va créer des gens qui sont
qui réagissent comme ça, puis que culturellement, ils règlent leur compte de même. Là. Puis il n'y a pas de remords. Puis la justice, il n'y a pas la justice. La police, bon, et s'ils pognent quelqu'un à faire de quoi de mal là, ben ça se peut qu'il le ramasse, là, si quelqu'un fait une plainte, mais tu sais, il ne court pas après les voleurs, il ne court pas après les tueurs, et tu sais, je veux dire, c'est... Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, tout le monde sait c'est qui, là. Tout le monde connaît sa famille, puis tout le monde sait qu'ils sont partis, là. Mais tu sais, il n'y a pas eu un enquêteur pour essayer de trouver où ce qui est rendu, puis tout ça, là. C'est comme, bon, il est parti, puis on oublie ça, là. Puis la police, là-bas, ils sont en danger aussi. Je veux dire, ils prennent action certaines fois, mais autrement que ça arrive souvent qu'ils se font tuer eux-mêmes. Puis aussi le salaire qu'ils ont. Mais tu sais, les narcotrafiquants, eux autres, là, ils en ont de l'argent. Fait que quand ils veulent passer de la drogue, là, ben, ils vont aller voir le groupe de policiers qui sont là, puis ils vont lui donner chacun 1000$, qui est rien pour les narcotrafiquants. Mais pour les policiers, c'est peut-être le salaire de 3 mois. Ouais. Fait qu'ils vont les laisser passer, là, tu sais. Fait que quand tu commences, t'embarques là-dedans, mais t'embarques dans la roue, là. Fait que la prochaine fois, là, ben, si ça y tente de te donner 100$ au lieu de 1000$, ben, ils vont te donner 100$, puis t'as pas un mot à dire. Fait que c'est tout ça, là. C'est une violence ou... Ben, c'est une situation violente. Ouais. C'est un abus. On écrase ces peuples-là. Toute l'Amérique du Sud, je ne sais pas tantôt si on l'a enregistré, mais c'est pas juste le Guatemala, mais le Venezuela en ce moment. Le pétrole, puis le Honduras avec l'huile de palme, puis il y a des activistes qui disparaissent, il y a des gens qui prennent action, il y a des gens avec des valeurs qui prennent ça comme c'est une vocation de vouloir aider comme toi tu fais. Puis ces gens-là, c'est des activistes qui essaient d'arrêter ces grandes corporations-là, puis ils disparaissent, là, ils se font tuer, ils disparaissent, on ne sait pas. Ben, c'est ça. Moi, je m'aventure pas trop loin dans le fond. Je fais mon affaire de construire des écoles, d'aider des enfants handicapés, si tu veux. Mais des fois, j'aurais le goût d'aller au-delà de ça, là, côté politique, puis tout ça, là. Mais j'essaie de ne pas aller trop loin, là, de ne pas m'impliquer trop loin dans ces sujets-là, parce que il n'y a aucun respect pour l'être humain là-bas. Là. Pour ceux qui ont de l'argent, là, si tu mets un bois dans leur roue, là, ben, ils vont s'arranger pour que le bois sorte puis que toi, tu ne seras plus là dans le... Fait que, tu sais, il y a une mentalité qui est complètement différente du Canada ici. Puis c'est pour ça qu'il faut se tenir loin de tout ce qui peut les choquer, dans le fond. Là. Parce que quand ils sont choqués, ils ont un fusil ou qu'ils ont une machette, puis ils règlent le compte, puis c'est pas... Ils n'ont même pas de remords, les autres. La vie humaine, là, ça n'a pas plus de valeur qu'un animal, là, là-bas. Là. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver à un moment donné où c'est que souvent je fais le parallèle entre Rome et les invasions barbares, puis à quelque part, je veux dire, les États-Unis, leurs intérêts puis leur comportement à l'international, ça écrase ces peuples-là qui sont en Afrique, c'est le même principe. Puis j'essaie d'anticiper dans le futur qu'est-ce qui va arriver. Et éventuellement, il va falloir qu'il y ait la pression, c'est le build-up, excusez-moi l'anglicisme, là, mais ça va péter. Là, tous ces peuples-là, les Mexicains qui veulent rentrer aux États-Unis, les gens du Guatemala qui veulent s'en aller puis aller travailler au Canada, aux États-Unis, se rendre dans des pays qui leur donnent plus d'opportunités. Si on ferme la porte puis si on empêche qu'il y ait la justice soit faite ou qu'on leur vienne en aide puis qu'on change ce qui se passe, qu'il y ait plus de gens comme toi qui prennent action. Et, je veux dire, s'il n'y a pas plus de monde comme toi dans ce pays-là, à un moment donné, ça va... Sais-tu, moi, à un moment donné, quelqu'un me dit... t'en fais beaucoup, là, mais tu pensais que ce qu'ils ont besoin par rapport à ce que tu fais. Ouais. Mais moi, au commencement, la première fois que je suis revenu, là, on a construit une école, je suis revenu ici. Puis là, je me disais, ouais, mais l'école, c'est une pour il y en aurait besoin de 6 000, 7 000 peut-être. Là, j'en construis une. Puis, tu sais, j'étais comme pas conscient que j'avais fait de quoi, déjà, que j'avais fait un pas, tu sais. Et puis, à 7 ans, c'est sûr que quand on regarde 15 bâtisses, là, 14 écoles, puis un centre pour les enfants handicapés, c'est beaucoup, mais en 7 ans, tu sais, je veux dire, ils ont besoin de 1000 peut-être, là, des trucs, là. On parle juste des écoles, là. Fait que, tu sais, je me dis, là, aujourd'hui, on m'a dit, Marien, il faut que tu sois satisfait de ce que tu fais. Oui. Ce que tu as fait, là, ils n'auront pas besoin de le faire. Il n'y a plus besoin d'être fait. Fait que ça, c'est fait. Donc, on continue là-dedans. Puis pour ça, ben là, moi, je continue parce que c'est sûr, si je penserais comme ma première année, dire, rien que fait une école, ça vaut pas à peine ben, tu sais, j'aurais tout lâché ça, mais
faut que j'ai une vision différente. Fait que ma vision différente aujourd'hui, c'est ce que je fais n'a pas besoin d'être fait. C'est fait, bon, OK, il y en a une de faite, puis c'est tout. Là. Fait que sinon c'est tellement gros, là, ce qu'il y a à faire, là, c'est que... Ouais. Puis là, moi, je suis juste dans une partie du Guatemala, là. Mais le Guatemala au complet a des besoins pareils, là, tu sais. Mais t'es une inspiration, t'inspires le monde, puis ce que tu fais, c'est vraiment très important, puis je t'encourage vraiment. Ben, j'ai pas besoin de t'encourager, tout comment ça doit aller te chercher de voir ces gens-là, les enfants avec les sourires, puis l'impact que tu as sur eux, ça doit te donner une motivation incroyable de continuer. Là. Ben, j'ai mon salaire. Mon salaire, là, c'est les enfants en général, là, les adultes aussi, là. Mais la reconnaissance de me faire crier « Mariano, on t'aime », puis « Mariano, on s'ennuie », puis « Mariano, on a hâte que tu reviennes », puis des câlins à tour de bras, tu sais. Puis les enfants handicapés, là, les trisomie 21, là, c'est des gens tellement attachants, là. Fait que moi, je suis là-dedans continuellement, puis je reçois tout. C'est moi qui reçois tout ça tout seul, là. Tu sais, je veux dire, j'ai des gens qui m'aident ici au Québec pour pouvoir aller au Guatemala, aider les gens. Ouais. Mais quand ça vient le temps de la reconnaissance, là, ben c'est moi qui reçois les câlins. C'est moi qui se fais dire « Mariano, on t'aime », puis « Mariano, tu vas revenir », puis... Tu sais, c'est moi qui reçois ça, là. J'ai beau de leur dire, regarde, on est un groupe de personnes, mais vous voyez seulement Mariano, là. Mais moi, ça m'arrive des fois, là, j'arrive à l'école, puis les enfants regardent par la chaussée, ils me voient arriver, ils lâchent l'école, ils viennent me sauter d'un bras, mais là, je regarde s'il n'y a pas une caméra quelque part, là. C'est un truc, là, qui a été organisé parce que c'est comme trop, là. Tu sais, c'est comme énorme, là. Fait que ça c'est mon salaire, tu sais. C'est mon salaire, puis... Où je le place, là, je peux pas faire faillite. Là. Je peux plus faire faillite avec ça. Je peux plus le perdre, ce que j'ai reçu là. Je voulais t'en parler, mais la médaille, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais parler ou j'osais pas t'en parler? Je parle des médailles les plus importantes. Je viens de t'en parler. C'est pour ça que... j'ai reçu une médaille du lieutenant-gouverneur du Canada. Là. Une médaille de reconnaissance. C'est une médaille de travailleur humanitaire que je fais. C'est de bénévolat. C'est une médaille qui donne à des bénévoles qui font quelque chose de particulier. Puis là, j'ai reçu la médaille récemment. Mais je l'accepte parce qu'on parle du Guatemala. Là. La première raison pourquoi j'accepte la médaille, parce que je n'ai reçu une autre l'année passée, là. Mais c'est surtout parce qu'on parle du Guatemala. On parle du besoin qu'il y a au Guatemala, on parle de ce qu'on fait au Guatemala. Ça, pour moi, là, c'est une des raisons. Puis la médaille fait que, il y a des journalistes ou des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est de la médaille. Puis moi, ça, je vais en parler de ce côté-là. Mais mes médailles, ils sont toutes au Guatemala. J'en ai à tous les jours, les enfants, de se faire dire qu'on s'aime, c'est des médailles à chaque fois, tu sais. Et puis en 2017, j'ai reçu une médaille aussi de mon ancien syndicat, les Métallos. C'est une médaille, c'est la médaille Jefferson qui s'appelle, c'est un prix remis à Pittsburgh, aux États-Unis, qui récompense des personnes qui ont fait de quoi de spécial dans leur communauté ou en dehors de leur communauté. Fait que j'avais été mis en nomination dans le district 5, là, qui comprend le Nouveau-Brunswick, le Québec, une partie de l'Ontario, puis il y avait comme différents districts au Canada, aux États-Unis, et puis dans je dirais dans l'Amérique centrale, peut-être l'Amérique du Sud aussi, là, et puis il devait y avoir 20 nominés. Puis moi, j'ai été nominé dans le district 5, là, ici, Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario. Là. Okay. J'avais reçu une médaille aussi, la médaille Jefferson, qui est remise à chaque année. Là. Okay. Est-ce qu'il y a des photos de ça sur le web? Oui. Philippe, tu pourrais-tu essayer de trouver la médaille Marielle Landry? Mais, si tu vas sur mon blog, tu vas avoir tout de suite. Sur ma page web, là, tout de suite, tu vas avoir la médaille. Fait que toi, dans le fond, tu te sers de ça pour parler du Guatemala puis de ces événements-là. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, peut-être, c'est regarder les photos que tu m'as données, puis on pourrait peut-être les regarder une à la fois. Ça, c'est cette année, là, au début de l'année, on a été visiter un village. Je construisais une école dans le village. Puis ici, la dame que vous voyez à côté, c'est Auri Garcia. Et puis, c'est la fondatrice de l'Ufecadis. Elle a reçu un terrain. Elle avait reçu un terrain et puis elle l'a donné à l'association. Il y a des gens qui ont payé pour la bâtisse sur le terrain. Puis le nom L'Ufecadis, je vais vous résumer qu'est-ce que ça signifie. Lou
pour Luis fait Fernando capacidad diferente. Luis Fernando capacidad diferente. Elle a 2 enfants. Un qui s'appelle Luis, un qui s'appelle Fernando, puis au lieu de dire j'en ai un handicapé, l'autre pas, ils ont des capacités différentes. Les deux peuvent faire bien des choses, mais différentes. Donc, quand elle m'a parlé de l'ouphécadisme, elle m'a expliqué ce qu'était l'ouphécadisme, ça m'a un peu charmé de la façon qu'ils voyaient les personnes que nous autres ici on dit handicapées. Fait que je trouvais ça génial. Puis, cette journée-là, on allait dans le village de La Cumbre. La Cumbre, c'est là qu'on a construit la dernière école l'an passé. C'est là que je demeure. Et puis, on visitait des familles qui avaient des enfants handicapés ou des personnes âgées. Ici, c'est un monsieur âgé. Et puis, on y a amené un sac de vivres. Là. Il y a du sucre là-dedans. Il y a des frioles, des trucs à manger, de l'huile. Puis, on avait été emmené parce que lui, il ne pouvait pas se déplacer. Ça fait qu'on avait été emmené ça directement dans sa maison. Puis si on le fait régulièrement, là, on a un peu d'aide aussi. Là, comme la nourriture, des fois, il y a des restaurants qui nous donnent des trucs pour donner aux gens pauvres de l'ouphécadisme ou des trucs de même. Fait qu'on a quand même un peu d'aide aussi de temps en temps. Ben, là, ici, on est dans le même village que la personne âgée était. On est en train de construire une rallonge à 2 écoles, dans le fond. Il y a une école secondaire, on rajoutait une classe, puis après ça, l'autre côté, c'était une école maternelle, Barboulos, qu'on appelle là-bas, puis on était en train de travailler là, la construction de ce dernier projet-là. Là. C'est drôle parce que quand j'ai vu cette photo-là, je m'attendais à quand tu allais arriver, je pensais que tu avais 7 pieds de haut. Je pensais que tu allais être un gars de 7 pieds. Non, c'est parce que les autres sont petits. Il va-tu passer dans la porte? Oui, 5 pieds 11, parce que les autres sont pas grands là-bas. Là. Okay. Il y en a de temps en temps que tu en pognes un de 6 pieds et plus. Là. Ouais. Mais en général, là, j'ai quasiment un 6 à 10 pouces de plus grand qu'eux autres. Ils sont vraiment pas grands. Là. Toi, t'es 5 pieds 11? 5 pieds 11, oui. 5 pieds 11. Fait que c'est mon travail. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec les gens. Connaître la façon de travailler. J'ai appris à travailler, faire du ciment, brasser le ciment. J'irai pas jusqu'à poser des blocs parce que poser des blocs, je veux que ça soit bien fait par des connaisseurs qui ont de l'expérience. Puis ça me tente pas. J'aime mieux être complètement journalier avec le début, dans le fond, le début de la hiérarchie de la construction, que d'être sur la finition. Là. Peinturer, c'est correct, là, mais j'aime ça, brasser le ciment avec une pelle puis charrier des chaudières de ciment comme ça. Ben, il faudrait que je te montre. En fait, moi, j'ai déjà fait un podcast avec un autre animateur qu'il y avait, puis on est allé à la maison de pneus en Mauricie. C'est Benoît Deschamps qui a construit une maison pour lui, mais c'est basé sur une technologie ou une architecture qui fait l'utilisation de... À la base, c'était des déchets uniquement. En fait, c'est une masse de pneus qui fait le mur du fond. OK. Puis, je sais pas si, Philippe, tu pourrais lui montrer juste maison de pneus ou Earthship. Juste montrer à Marien pour... T'as déjà entendu parler de cette architecture? Non, ben j'ai entendu parler des architectures à base de bouteilles. De bouteilles de plastique. Ben, ils s'en servent aussi dans les murs. Ils mettent ça dans les murs pour agrémenter, pour le look, pour l'esthétique, mais c'est des murs d'adobe. Puis, cherche Benoît Deschamps, maison de pneus. Ben, c'est celle-là, sa maison en haut à droite. Là. Puis ça, c'est construit au Québec, quoi? Ça, c'est en Mauricie, oui. Okay. Puis tu peux aller... il est dans Saint-Mathieu-du-Parc. Puis lui, il a fini ça il y a peut-être 2-3 ans. Moi, je suis allé l'aider un été pour faire les murs d'adobe à l'intérieur. Puis c'est vraiment incroyable à l'intérieur. C'est très beau. C'est sûr qu'il a dû adapter la technologie pour le Québec parce que c'est plus froid. Oui, pas sûr pour les hivers. Le plancher, il est chauffant. Mais lui, il cherche les nouvelles technologies. Puis c'est vraiment une belle construction. Puis Michael Reynolds, qui est au Nouveau-Mexique, lui, son équipe, reçoit des étudiants qui veulent apprendre comment le construire, puis avec l'argent qu'il fait, il va dans des pays où il y a des problèmes puis des besoins de construction, puis il va aller construire ces maisons-là avec puis il récupère. C'est ça, c'est la récupération. Oui, exactement. Fait que je te lance une idée comme ça si jamais tu veux aller voir de quoi ça a l'air. C'est vraiment une belle construction. C'est... Puis ça paraît bien, c'est un peu futuriste même. Ben c'est ça, tu vois pas vraiment les pneus. En fait, ils recouvrent les pneus une fois que c'est en dedans, ils recouvrent tout ça. T'as le soleil, parce que la maison pointe toujours vers le sud, t'as le soleil qui rentre, ça emmagasine la chaleur dans les pneus, puis le soir,
ben ça relâche. Fait que tu es toujours à peu près à 20 degrés. OK. Fait que c'est vraiment une belle construction. C'est sûr, la maison à Benoît qui est là est adaptée au Québec. Les fenêtres sont un peu moins grandes versus le modèle du Nouveau-Mexique. Mais ça vaut vraiment la peine si jamais tu veux fouiller là-dedans. Là, c'est la réception des blocs de ciment. Souvent, on peut recevoir de 1500 à 3000 blocs comme ça, là, que j'achète de la capitale. Parce que là, comme je te disais tout à l'heure, là, je commence à connaître plus la construction. Là. Ça fait que donc, quand je sais le nombre de blocs que ça prend, ben, je les négocie. C'est des blocs, si c'est 5 quetzals, ben si quelqu'un d'autre a Isaac 4 quetzals, mais pour 3000, mais c'est quand même pas mal un bon montant d'argent. Ça fait que je négocie les blocs. Puis j'ai des connaissances qui ont des camions à cette heure. Ils vont en capitale mener des chargements de bœuf. Puis quand ils reviennent, mais ils sont à l'âge. Fait que eux autres, ils négocient à capitale. Puis mes vannes, mettons, à 4 quetzals. Fait qu'eux autres, s'ils les achètent à 4,25 ou 4,50, mais ils font un petit peu d'argent. Mais de toute façon, ils reviendraient à l'âge, là. Fait que peu importe le montant qu'ils font. Fait que ça, c'est un montant. Puis ici, là, terrain de basketball, ce que tu vois, il y a comme des toiles, là. Ben, ils sont en train de faire sécher le maïs. Ah oui. Ils font sécher le maïs, ouais. Puis la température change tellement vite. Là, il fait super soleil, mais dans 5 minutes, là, il peut mouiller. Fait que là, il y a toujours quelqu'un qui surveille ça. Puis quand il m'a mouillé, mais là, il faut qu'il recouvre le maïs. Là. Puis ils font sécher le maïs. Puis après ça, ben, c'est leur principale source de nourriture là-bas, le maïs. Là. Toi, as-tu vécu une tempête tropicale ou quelque chose du genre là-bas? C'est quoi ton... Des grosses pluies, non. Ben, écoute, j'ai vu l'eau, un coup d'eau là, qui a pu tomber, là, puis qui couvrait la route complète. Tu voyais pas la route. Là. Des trucs de même, je n'ai vu. Là, mais des tempêtes tropicales, non. Non. Okay. À date, c'est non. trop dans les montagnes? Ou... Ben, probablement que la montagne absorbe beaucoup plus là, que dans les villes. Là. Mais des tempêtes tropicales au Guatemala... Des fortes pluies, oui, là, mais il me semble que moi, je suis peut-être pas... Non, je suis dans la saison des pluies, de toute façon, de l'automne puis le début de l'hiver, là. Mais ça m'est jamais arrivé d'avoir des grosses températures comme ça, là. OK, là, je pense que c'est des photos pratiquement toutes de la construction, là, ou pratiquement. Ah. Ça, c'est l'armature qu'on met dans les colonnes qu'on met pour soutenir toute la bâtisse ensemble, là, qu'on est en train de faire, là. Puis après, ça coule le béton. Puis... Oui, on met des formes de bois. On met des formes. Ça, c'est probablement que c'est une colonne qui va de bout. C'est qu'on met des planches de bois tout le tour, puis après ça, on coule le ciment. Là. Ben, c'est un peu ça que quand je te dis que moi, je construis pas, mais tu sais, je veux dire, là, la planche, il faut qu'elle soit droite, là, puis la colonne, quand on enlève les planches, il faut qu'elle soit droite, là. Les autres, ils connaissent les techniques de travailler avec rien, là, dans le fond, là. Ça, c'est le ciment. Ça, c'est de la grosse. Ça, c'est du gros travail, ça. Ah ouais? Ah ouais, il faut le transférer comme 3 fois. Donc, le tas qui est là, il faut le mettre là 1 fois. On le renvoie là 2 fois, puis on le ramène ici 3 fois. Puis quand il fait 30-35 degrés, là, c'est un gros travail. À moitié penché, là. Mais eux autres, ça ne les dérange pas, là. Ben là, tu es en forme de faire ça à 6 mois par année? Oui, il faut que je sois en forme. Mais je te dirais que les premières années, je pouvais travailler toute la journée. J'avais juste une école à construire, puis c'était tout, là. Tu sais, je veux déjà... Mais aujourd'hui, à cause de toutes mes activités, l'oufécadis, puis tout ça, ce qui arrive à cette heure, c'est que j'arrive, mettons, à 7h30, des fois 8h, dépendamment de la distance du projet de chez nous. Quand c'est collé, j'arrive à 7h. Sinon, des fois, j'arrive à 8. Je travaille toute l'avant-midi, je dîne. Puis après ça, jusqu'à 2h, je travaille 1 heure après dîner, là, puis là, le soleil est fort. Fait que normalement, je finis à 2h. Quand c'est loin, je reviens, là. Sinon, j'essaie de me trouver un job plus à l'ombre. Tu sais, comme l'armature de tantôt, là, on s'organise pour mettre ça sur quelque chose qui est à l'ombre. Fait que je travaille à l'ombre pour le reste de ma journée, là. OK, dans le fond, vous autres, vous y allez d'octobre à avril parce que justement, vous évitez l'été, vous évitez vraiment les grosses chaleurs. Oui, on évite les grosses chaleurs. Okay. Moi, dans le fond, la première fois, je n'ai pas pensé à ça. C'est que l'organisme était là de septembre à mai. Puis donc, j'ai commencé à y aller en même temps que l'organisme, que Sierra. Fait que donc, moi, c'était j'arrivais 1 mois plus tard, puis je partais 1 mois plus tôt qu'eux autres. Les autres, c'était 8 mois, là. Puis ça, ici, là, on voyait... Ça, c'est les étudiants du Collège Saint-Paul, là, c'est ça. Lui, qui sont venus. Il n'est pas nécessairement... je ne sais pas si je puis vois bien. Lui aussi, là, c'est un étudiant du Collège Saint-Paul. Ça, c'était au mois de mars 2018. Ah, là, je suis en train de piocher, là. Ah, il fait chaud?
Ah oui, là, il faisait chaud, ça devait être dans l'après-midi, ça là. Puis là, c'était vers la fin du projet parce que l'école, la rallonge de l'école est finie là, puis ici, elle est finie aussi. Fait qu'on devait être en train de faire la cuisine parce qu'il y avait une petite cuisine là, qui restait des sous. Fait que j'ai dit, bon, on va rénover la cuisine. On a pu terminer la cuisine aussi, là. Déjà la prochaine? Ou... On envoie des pneus, là. Ah, puis là, on voit le drapeau québécois, on voit le drapeau canadien. Ah, ben ça, c'est mon petit trailer de mes outils, là. Je me fais faire, okay. Parce que là, tu sais, au début, quand j'arrivais là, j'avais zéro rien, là. Mais là, les gars travaillaient pour moi, il n'y avait même pas de marteau. Fait là, j'ai acheté un marteau, après ça, j'ai acheté une aiguine, un câble, puis après ça, l'année d'après, il fallait acheter une barre, puis après ça, un caïman pour couper le... Puis là, ben, à chaque année, des pelles, il fallait acheter, puis à un moment donné, j'avais plus de place, fait que je me suis fait faire un... J'ai retiré des rires qui ne servaient pas à la banque. Fait que j'ai dit, on va y faire servir ces rires-là. Fait que là, j'ai retiré des rires, puis j'avais acheté mon pick-up en 2013. Puis après ça, j'ai retiré des rires, je m'ai acheté un trailer, je l'ai fait fermer comme ça, puis mes outils sont tous là-dedans, là. Mais là, les gens, ils n'ont pas besoin d'envoyer des outils dans les dons, le container. Oui, ils envoient des outils. C'est quelque chose que toi, tu demandes? Ben, moi, je m'en sers, mais des fois, les gens là-bas en ont besoin aussi, là. Fait que ça, les outils aussi, là, c'est quelque chose que Winner a envoyé là-bas, là. Puis ça, c'est un cadeau, la CHN qu'il y a là, c'est un cadeau des gens du Québec là, qui m'ont fait. Là, ils voyaient qu'on avait une iguine pour couper un 4x4 là, ou un 6x6 là, qui prenait quasiment une demi-heure. Là. Fait qu'ils ont eu pitié de nous autres, puis ils nous ont donné, j'ai eu une CHN. Là. Ça, on était en train de couler une colonne pour, c'était le compteur électrique, pour le compteur électrique, puis un lampadaire qu'on mettait là-dessus. Là. OK. Ah, ça doit peser comme une quarantaine, cinquantaine de livres, ça? C'est du béton? C'est quoi, la chaudière, oui. Mais elle n'est pas toujours pleine, là. Des fois, là, elle peut être à la moitié ou trois quarts, là. Fait que là, on remplissait, on avait fait l'armature à l'intérieur. On a mis des planches, plus eux autres, là, qui mettent ça au niveau. Puis après ça, on colle, l'électricité arrive là. Parce que ça, c'était notre dernier village. Ça se trouve être le village où je demeure, la Cumbre. Puis ils ont de l'électricité, là. On a l'électricité dans ce village-là. Mais quand on est dans la brousse, là, c'est toutes des affaires qu'on ne fait pas parce qu'il n'y a pas d'électricité, là. Mes photos, c'est pas tout moi qui est dessus. Des fois, c'est des enfants avec un marteau. Je parlais de Nelson la première année, il a entendu le marteau, lui. Il était chercher le marteau. Mais c'était pas pour nous l'amener, c'était pour lui. On avait besoin d'un clou. Puis vu qu'on était loin de la quincaillerie, il fallait défaire une bâtisse qui était à côté pour prendre les clous qui étaient sur la bâtisse. Puis là, il y a une photo, il est en train d'enlever le clou, mais il touche pas à terre. Il était pas assez pesant, là. Il y a des super belles photos comme ça, là, ouais. Là, maintenant, tu pars comme très prochainement, là. Le 22 octobre, je pars pour une mission de 6 mois. Un peu moins que 6 mois, là, à cause... Il n'y a pas de visa en tant que tel au Guatemala, mais quand j'arrive au Guatemala, j'ai 90 jours légal. Puis avant 90 jours, il faut que je fasse étamper mon passeport, soit aller à la capitale, ou soit sortir du pays. Ça fait que moi, je me rends à la frontière du Belize, puis je fais étamper mon passeport, rentrer, c'est-à-dire sortir du Guatemala, rentrer au Belize, sortir du Belize, rentrer au Guatemala, puis je suis bon pour un autre 90 jours. Okay. Sauf que le Belize, c'est un pays très corrompu. Ah oui. Puis ce qui devrait me coûter rien, là, me coûte 100 à 150 $ américains à chaque fois que je vais là. Fait que, mais là, je vais demander ma citoyenneté là, guatémaltèque là, en arrivant. Là, j'ai eu mes papiers de la GRC ici pour mon casier judiciaire que j'ai pas, là, que tout est clair. Là. Ça fait que je les emmène ça, puis je fais la demande là, pour... fait que de cette façon-là, j'aurais plus besoin de faire... J'aurais plus 90 jours. Je pourrais aller au Guatemala le temps que je voudrais, puis ça importe très peu, là. Puis le monde là-bas, comment ils font pour te rejoindre? Est-ce que des fois, tu fais des entrevues à distance ou est-ce que ça arrive? Avec les gens du Guatemala? S'il y a des gens qui veulent te contacter là-bas pour faire des entrevues ou des choses comme ça ou te parler? Souvent, ils peuvent aller sur Facebook, là, sur Messenger. Ah, OK. OK, bon, ils peuvent me le faire. Ils ont mon numéro de téléphone. Ils m'appellent de temps en temps. Comme là, moi, j'ai confirmé il y a à peu près 1 semaine ou 2 semaines maximum le village qui va avoir une école quand on va arriver, là. Fait que eux autres, là, ils sont fous balais, là. Écoute, quand j'ai confirmé, là, j'ai confirmé à un professeur, une professeure, et puis je les avais rencontrés, moi, au mois fin mars l'année passée. Puis là, ils se mettaient quasiment à genoux, puis Dieu, premièrement Dieu, puis on va avoir notre école, puis j'espère. Mais là, c'est confirmé. Ça fait qu'ils sont bien heureux, là, eux autres, d'avoir enfin une petite école digne de ce nom, dans le fond, là.
C'est vraiment incroyable. Ouais. C'est tellement une belle histoire. Je suis tellement content que tu aies trouvé ta vocation puis ta place dans... Tu t'es fait une famille là-bas puis que tu donnes puis que tu reçois en même temps. Ouais. Puis c'est tellement inspirant. Là. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de me jaser ce soir. Ouais. Puis je te remercie beaucoup d'être là. Moi, puis... je te remercie de l'invitation parce que, comme tu as pu constater, c'est ma passion. Là. C'est une passion. C'est pas juste faire un travail parce que pour moi, c'est pas un travail malgré que la quantité de travail que je mets dedans est très énorme. Là. Mais c'est une passion. C'est devenu une passion que je peux pas me priver. Encore cette semaine, là, j'étais en Gaspésie chez mes parents, puis j'ai une ma tante, elle me dit, mais pourquoi tu ne vas pas 2 ans? Tu as l'air fatigué, mais rendu à l'automne, je ne pourrais pas y aller. Je ne pourrais pas sauter 1 an, ça ne se ferait pas. Là. Je ne pourrais pas, tout simplement. À part marienlandry.com, il y a le Facebook, les gens peuvent aller voir. On vous invite en fait très fortement à aller cliquer like, à partager sa page, puis à passer le message. Parce que c'est vraiment un projet inspirant. C'est quelqu'un de chez nous, puis si ça peut inspirer d'autres gens là, qui écoutent à prendre action. Merci beaucoup, Marien Landry. Merci à toi. Merci. OK, merci. Merci, bonne soirée.